Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une question vraiment centrale. Comment on reprend les commandes de sa vie ? Cette idée-là de ne plus juste subir les événements, mais de devenir en quelque sorte l'architecte de son propre chemin. On va s'appuyer pour ça sur des extraits d'un texte qui s'appelle « Reprendre l'autorité sur votre destinée ». L'objectif, c'est de décortiquer ensemble ce que ça veut dire, cette autorité, quels sont les freins, les obstacles qu'on rencontre, tous un peu, et puis quelles sont les stratégies proposées dans ce texte pour y arriver. On connaît tous cette sensation, non ? Parfois on est passager, parfois on a l'impression de tenir la barre, d'être le capitaine. Ça vous parle ? Ah oui, tout à fait. C'est une quête universelle, je crois. Surtout dans notre monde actuel qui peut sembler un peu chaotique, parfois contraignant, ce désir d'autonomie, de sentir qu'on a une prise, qu'on maîtrise sa trajectoire, c'est fondamental. Et le texte qu'on explore aujourd'hui, il touche pile cette corde sensible, ce besoin de réalisation, de contrôle personnel. Alors entrons dans le vif du sujet. Le texte pose d'abord ce concept clé, devenir le capitaine de son propre navire. Qu'est-ce que ça signifie vraiment, d'après ce qu'on lit ? L'idée principale, c'est de faire des choix conscients, des choix qui sont alignés sur nos propres buts, nos valeurs. C'est ça. C'est pas juste laisser faire. C'est poser un acte délibéré. J'aime bien cette image du capitaine d'ailleurs. Oui, elle est parlante. Confiance aussi. Effectivement. Et le point essentiel que l'auteur met en avant, c'est ce passage d'une posture réactive à une posture proactive. Réactive versus proactive, c'est-à-dire ? Réactive, c'est quand on fait que répondre aux stimuli extérieurs, on gère les urgences, on subit un peu le courant, quoi. D'accord. Proactive, c'est quand on initie l'action, quand on cherche activement à créer la vie dont on rêve, pour citer le texte. Et ce n'est pas juste une question d'état d'esprit. Le document fait un lien très net entre cette proactivité et l'accomplissement personnel. Voir le bonheur. Ah oui. Oui, parce qu'en étant proactif, on est censé faire des choix qui collent à ce qui compte vraiment pour soi. On sort de la vie subie, on entre dans une vie choisie. Enfin, c'est l'idéal. C'est ça. Psychologiquement, ça change tout. On passe d'un sentiment d'impuissance, de fatalité, à un sentiment d'agentivité, de pouvoir sur sa propre existence. L'agentivité, c'est un terme intéressant. Bon, ça a l'air formidable comme ça, la vie choisie. Mais on sait bien que c'est pas si simple. Pourquoi c'est si dur de tenir ce gouvernail-là ? C'est la question clé. Le texte en parle justement. Il identifie des obstacles importants. Bon, alors regardons ça de plus près. Le premier, c'est un grand classique, la peur de l'échec. Ah, celle-là. Le texte dit qu'elle peut être paralysante. Et elle aurait deux facettes. D'abord, la peur du regard des autres. Le jugement. Oui, qu'est-ce qu'on va penser de nous si on se plante ? Et puis, l'autre face, c'est le doute personnel, la peur de ne pas être à la hauteur. Ces deux peurs sont très, très ancrées. La peur du jugement social, c'est presque un réflexe de survie hérité de notre évolution. L'appartenance au groupe, c'était vital. C'est vrai. Et la peur de ne pas être à la hauteur, ça touche directement l'estime de soi, notre identité. En fait, elles se nourrissent l'une l'autre, ces deux peurs. Comment ça ? On a peur de décevoir les autres parce qu'on doute de soi. Et le jugement qu'on anticipe renforce ce doute. Un cercle vicieux. Oui, je vois. Un cercle vicieux. Ensuite, le document mentionne la procrastination. Ah, la fameuse. C'est là aussi, on la connaît bien. La tendance à tout remettre au lendemain. Le texte dit que c'est repousser les décisions et les actions nécessaires. Parfois, on espère un peu que ça va se régler tout seul ou qu'on attend le moment parfait, qui n'arrive jamais. C'est souvent une stratégie d'évitement, en fait, pour ne pas affronter la peur de l'échec, justement, ou la difficulté de la tâche. En repoussant, on repousse le risque. Le risque d'échouer ou de se sentir nul. Le texte dit que c'est un frein énorme, parce que sans action, il n'y a pas de changement. Logique, oui. Et le troisième grand obstacle identifié, ce sont les pressions extérieures. Là, on parle des attentes, famille, amis, boulot, la société en général. Exactement. Le texte dit que ça peut dicter nos choix, au point de nous éloigner de ce qu'on veut vraiment, nous. Et c'est là qu'on peut avoir ce sentiment très désagréable de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Oui. Et ce qui est intéressant dans l'analyse du texte, c'est qu'il montre bien comment tout ça est lié. Ces obstacles ne sont pas séparés, ils forment un système. Un système ? Oui. La peur de l'échec, on l'a dit, ça peut mener direct à la procrastination. D'accord. Les pressions extérieures, elles, nous poussent sur des voies qui ne sont pas les nôtres.
Du coup, si on voulait en sortir, ça intensifie la peur d'échouer, parce que ça voudrait dire décevoir ses attentes. Ah oui, c'est vrai. Le texte utilise une image forte, il parle de l'impression d'être piégé. Ce sentiment d'être coincé, il vient de là. De la rencontre entre les doutes internes, la peur, le manque de confiance et les contraintes externes. Et l'espace pour agir par soi-même, pour exprimer ses désirs, eh bien, il semble se réduire. Ça peut mener à l'inertie, à la résignation. Piégé, oui, ça résume bien ce sentiment d'impasse, quand on a l'impression que nos options sont limitées par nos propres peurs et par ce qu'on croit que les autres attendent. Bon, c'est un tableau un peu sombre. Mais alors, quelle solution le texte propose pour sortir de là, pour reprendre l'autorité? Quelle stratégie? Les stratégies pour reprendre le contrôle activement. D'accord, je suis toute oui. La première stratégie, ce serait de définir des objectifs clairs et réalisables. La base. Il faut savoir où on va, quoi. Formuler précisément ce qu'on souhaite accomplir, que ce soit pour le mois prochain, l'année prochaine ou même dans 10 ans. Le texte recommande de les noter, de les préciser pour que ce soit concret. C'est ça la navigation intentionnelle. Sans destination, on dérive. Et la clarté de l'objectif, c'est un rôle psychologique important. Ça réduit l'incertitude. L'incertitude, c'est souvent source d'anxiété, de procrastination. C'est vrai. Savoir quoi faire, même si on ne sait pas encore tout à fait comment, ça donne déjà une direction, un sentiment de contrôle. Et le côté réalisable est essentiel aussi. Pourquoi ? Pour pas se décourager. Si l'objectif est une montagne énorme, on n'ose même pas commencer. Il faut découper des étapes plus petites, c'est moins intimidant. D'accord. Définir un cap clair et y aller pas à pas. Ensuite, le texte parle de pratiquer la pleine conscience. L'idée, c'est qu'en étant pleinement présent, on prendrait des décisions basées sur la réalité d'aujourd'hui et pas sur les regrets passés ou les angoisses futures. Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement ? La pleine conscience ici, c'est un outil pour arrêter de ruminer. On est souvent coincé dans nos pensées, non ? Oui, souvent. Les regrets du passé nous bloquent. On a peur de refaire les mêmes erreurs. Les angoisses sur l'avenir, comme la peur de l'échec, nous paralysent avant même de commencer. La pleine conscience nous invite à revenir à l'instant présent, à nos sensations, à ce qui est là, maintenant. Et selon le texte, ça permet de couper court à ces projections mentales. D'accord. Ça amène une certaine clarté. On voit les choses comme elles sont, sans le filtre des peurs, des regrets. Du coup, les décisions sont plus ancrées, plus lucides, moins dictées par l'émotion brute. C'est un moyen de reprendre le contrôle sur son propre esprit, en fait, avant de reprendre le contrôle sur ses actions. Une sorte de recentrage, pour agir plus justement. D'accord. Et la troisième stratégie clé, ce sont les techniques de gestion du temps. De quoi parle-t-on ici ? Le texte mentionne prioriser ses tâches, se concentrer sur l'essentiel, éliminer les distractions, avec l'idée de créer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Oui, et si on replace ça dans le contexte global du texte, la gestion du temps, c'est pas juste pour être plus productif, c'est beaucoup plus stratégique. C'est-à-dire ? C'est une façon d'aligner nos actions quotidiennes sur nos valeurs et nos objectifs, ce qu'on a défini avant. Prioriser, c'est choisir où on mène notre énergie, notre temps, des ressources limitées. Bien sûr. Se concentrer sur l'essentiel, c'est dire non à l'urgence permanente, aux sollicitations sans importance. Éliminer les distractions, c'est protéger le temps qu'on veut dédier à ce qui nous rapproche de notre vie rêvée. Je vois. C'est une manière très concrète de reprendre l'autorité sur son quotidien. S'assurer que nos journées servent vraiment la trajectoire qu'on a choisie, au lieu d'être gaspillées. Ces trois stratégies, objectif clair, pleine conscience, gestion du temps, elles forment un tout. Un système cohérent pour contrer les obstacles et renforcer cette posture proactive. C'est une perspective intéressante sur la gestion du temps. Moins une contrainte, plus un outil de libération en quelque sorte. Pour que ce soit plus concret, le texte donne un exemple, et là ça devient vraiment intéressant. Il parle de quelqu'un qui se sent coincé dans un emploi détesté. Ah, le cas classique. Oui, avec ce sentiment d'insatisfaction et d'agitation. Ça arrive souvent malheureusement. Oui, cette dissonance entre ce qu'on vise et ce qu'on voudrait. C'est une source fréquente de mal-être, de sentiment d'impuissance. Exactement. Alors, cette personne décide de reprendre sa vie en main. Première étape, objectif clair et daté. Changer de carrière d'ici 1 an. Précis. Deuxième étape, action, mais progressive. Elle commence à consacrer quelques heures par semaine pour apprendre de nouvelles compétences. Et elle commence à faire du réseau dans le domaine qui l'intéresse. Pas de grand saut dans le vide. Non,
une construction patiente. Et troisième point clé, elle pratique la pleine conscience pour rester concentrée et éviter l'épuisement. Pendant cette transition, qui demande plus d'efforts, Ce détail sur la pleine conscience, il est important. Changer de carrière, surtout quand on part de loin, ça demande beaucoup d'énergie mentale et émotionnelle. Faut gérer le doute, la fatigue. oui, La pleine conscience ici, ça sert de régulateur. Ça aide à rester focus sur les petits pas. Et ça permet de prendre du recul face au stress, à la pression, pour éviter le burn-out qui pourrait tout faire capoter. tout à fait. Et le résultat dans l'exemple dit: progressivement, elle acquiert la confiance et la dynamique nécessaires. Le texte conclut que ça illustre le pouvoir transformateur de la prise en main grâce à ces stratégies. Ce qui est très parlant dans cet exemple, c'est que ça démystifie le changement radical immédiat. Ça montre bien le côté progressif et continu du processus. Continue, oui. Le texte utilise d'ailleurs l'expression « cheminement continu ». L'exemple montre que c'est pas l'acte héroïque isolé qui compte, c'est la constance, la régularité dans des actions alignées sur l'objectif. Même des petites actions, au début, quelques heures par semaine. C'est ça. On voit bien comment les stratégies fonctionnent ensemble. L'objectif donne la direction, les actions ciblées, compétences, réseau, ce sont les pas concrets, et la pleine conscience, c'est le soutien pour tenir la distance, pour gérer les émotions. Ça pose une question intéressante sur la force des petits pas réguliers. C'est souvent plus efficace, plus durable, qu'essayer de tout révolutionner d'un coup. Là, on risque l'épuisement, le découragement. La confiance aussi, elle se construit progressivement, comme dit le texte, grâce à ces petites victoires. C'est une très bonne analyse de cet exemple. Ça rend l'idée de reprendre sa vie en main moins intimidante. Plus accessible peut-être ? Ça suggère que c'est à la portée de chacun si on a la bonne approche. Alors, si on devait résumer l'essentiel de ce que disent ces extraits, qu'est-ce que ça veut dire au fond ? L'idée principale, c'est que prendre les rênes, ce n'est pas un état final, c'est un cheminement continu. Exactement. Le texte insiste là-dessus, ce n'est pas un événement ponctuel, mais une série de choix actifs qui nous rapprochent petit à petit d'une vie plus épanouissante. C'est tout à fait ça. Cette idée de processus continu, elle est centrale. Et elle a plusieurs conséquences. D'abord, ça veut dire que les obstacles, ils ne disparaissent jamais vraiment. Ah bon, bah non. La peur, la procrastination, les pressions, ça peut revenir. Donc, reprendre sa vie en main, ça demande une vigilance constante. Une capacité à remobiliser les stratégies quand il faut. D'accord. Ensuite, ça veut dire que les objectifs ne sont pas figés pour toujours. Nos désirs changent avec le temps, les expériences. Être capitaine, c'est aussi savoir ajuster son cap, redéfinir ses objectifs quand ils ne nous parlent plus. C'est logique. Et enfin, ce cheminement demande de s'adapter dans ses actions. Ce qui marchait hier ne marchera peut-être plus demain. C'est donc un engagement dynamique avec soi-même. Un dialogue constant entre nos aspirations et nos actions concrètes. Le but, c'est pas tant d'arriver à une destination parfaite, mais plutôt d'adopter une façon de naviguer sa vie qui soit plus consciente, plus alignée, plus satisfaisante, comme le suggère le texte. Une manière de naviguer activement, donc. Pour conclure notre exploration de ces extraits de reprendre l'autorité sur votre destinée, le grand message, c'est peut-être l'importance de l'intentionnalité et de l'action consciente. Oui. Définir son propre nord, faire des choix qui vont dans ce sens et accepter la responsabilité de construire sa trajectoire pas à pas. C'est ce que le texte nous invite à faire. C'est un appel fort, finalement, à passer de figurant à auteur de sa propre histoire. Tout à fait. Et pour laisser une dernière pensée, en s'inspirant de cette métaphore du capitaine et de l'importance de l'action, si on accepte cette idée qu'on peut infléchir sa trajectoire, même un peu, quelle pourrait être la toute première manœuvre ? Le plus petit ajustement de gouvernail possible qu'on pourrait faire dès maintenant, aujourd'hui, pour commencer à orienter son navire, même d'un seul petit degré, dans la direction qu'on souhaite. C'est une question à méditer, peut-être.